Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Voici tout de suite le sommaire. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de coton de premier choix sera échangé à 300 francs CFA durant la campagne 2020-2021. Ce tarif représente le plus élevé de la sous-région ouest africaine sur cette campagne. On en parle dans cette édition. Les importations de riz devraient chuter pour atteindre 16 millions de tonnes en 2020 en Afrique subsaharienne. Il s'agit là d'une prévision rendue publique par l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, OSIRIS. Et puis le Royaume africain d'Eswatini, Swaziland, s'est doté d'un plan de 30 milliards d'Emalangeni, la monnaie locale, soit 1,73 milliard de dollars. Objectif, relancer son économie ravagée par la pandémie de Covid-19. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de coton de premier choix sera échangé à 300 francs CFA durant la campagne 2020-2021. Ce tarif, identique à celui en vigueur un an plus tôt, représente le plus élevé de la sous-région ouest africaine sur cette campagne. Le Bénin a maintenu le prix garanti aux producteurs à 265 francs le kilogramme, pendant que le Burkina Faso et le Mali ont baissé respectivement les tarifs à 240 francs CFA le kilo et 200 francs CFA le kilo. Il faut dire que l'exceptionnelle réduction du montant accordé aux exploitants ivoiriens intervient dans un contexte de ralentissement de l'industrie mondiale du textile face aux conséquences économiques du coronavirus. Les importations de riz devraient chuter pour atteindre 16 millions de tonnes en 2020 en Afrique subsaharienne. Il s'agit là d'une prévision rendue publique par l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, OSIRIS. Ceci en raison de la chute des réserves de devises étrangères et d'une légère amélioration de la production dans la région. Voici les détails. Selon les prévisions de l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, OSIRIS, dans sa dernière note sur la situation du marché mondial du riz en juillet, le volume des importations de riz en 2020 pourrait atteindre 16 millions de tonnes en Afrique subsaharienne. Ce volume anticipé représente une contraction de 700 000 tonnes par rapport à 2019 et devrait marquer la troisième année de baisse consécutive depuis 2018. D'après le rapport de l'OSIRIS, cette chute des importations est notamment liée à la baisse des réserves de devises consacrées à l'achat de la céréale en raison des conséquences économiques liées au coronavirus, surtout du côté du Nigeria. Avec la chute des cours du pétrole, le pays devrait voir en 2020 ses importations passer sous la barre des 2 millions de tonnes, s'élevant à 1,9 million de tonnes, une première depuis près d'une décennie. Ce recul des importations s'explique également par des prévisions d'un léger rebond de la production rizicole africaine de 2,9% par rapport à 2019. L'Afrique subsaharienne, faut-il le rappeler, est la première région importatrice du riz sur le plan mondial, avec comme principal consommateur le Nigeria, troisième importateur mondial de la céréale, derrière la Chine et les Philippines. En Namibie, le gouvernement envisage d'attribuer d'ici octobre 60% des quotas de pêche de chincha et de merlu aux navires étrangers sur le marché international. Cette stratégie vise, selon le gouvernement, à mobiliser urgemment des devises étrangères pour importer des médicaments et d'autres équipements sanitaires nécessaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il faut dire que ces 60% de quotas de pêche étaient attribués habituellement à la compagnie publique Fishcore. Le secteur de la pêche est l'un des principaux contributeurs au PIB de la Namibie, avec des recettes d'exportation d'environ 783 millions de dollars par an. Et nous restons sur le continent pour dire qu'aucun pays n'a été épargné par les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie. Mais les autorités rivalisent d'initiatives pour apporter leurs solutions pour relancer son économie ravagée par la Covid-19. Le Royaume africain d'Eswatini, Swaziland, s'est doté d'un plan de 30 milliards d'Emalangeni, la monnaie locale, soit 1,73 milliard de dollars.
$1,7 milliard. C'est le montant recherché par l'Est Swaziland, devenu Eswatini depuis 2018, pour relancer son économie ravagée par la Covid-19 et rompre la chaîne de propagation de la maladie. Le Royaume africain s'est doté d'un plan de ce montant, une stratégie qui vise à créer plus de 39 000 emplois selon Bloomberg. Le pays entend mobiliser auprès du secteur privé près des 75% des investissements nécessaires au financement de 97 projets dans 7 secteurs allant du textile à l'agriculture. D'après les autorités du pays, 25% des ressources devraient être mobilisées par le gouvernement grâce à son budget et à des emprunts auprès des institutions internationales. L'ambition du gouvernement en renforçant le rôle du secteur privé dans la relance économique est de réduire drastiquement le coût de l'opération pour les pouvoirs publics. Dans ce contexte, le nouveau plan prévoit la cession ou la fermeture de certaines entreprises publiques à l'issue d'un audit. Le Swatini, pays enclavé d'Afrique australe, est la dernière monarchie absolue qui subsiste encore sur le continent. Dirigé depuis 1986 par le roi Mwasti III, ce royaume compte une population de 1,1 million d'habitants. Le Nigeria doit-il repenser son secteur électrique? Si oui, pourquoi et comment? On en parle dans un instant. Kazmi Péjor, bonjour. Bonjour Crépi. On se retrouve sur ce plateau du Journal de l'économie aujourd'hui pour parler du Nigeria qui veut repenser son secteur électrique. Alors, le pays veut repenser la privatisation pour être plus exact de son secteur électrique. Dites-nous pourquoi. Merci Crépi. Depuis 2013, le Nigeria a décidé donc de céder une partie donc du secteur de l'énergie, notamment au niveau de l'électricité au privé. Pourquoi? Parce que le secteur public, enfin le public a montré ses limites, son incapacité à fournir, donc à produire suffisamment, à distribuer et aussi à aller collecter les recettes au niveau des populations. Désormais, donc, le Nigeria envisage donc céder une bonne partie donc de cette fonction au privé. Et depuis 2013, je le disais tantôt, l'État a lancé donc le processus, un processus qui n'a fait que donc d'échecs sur le chemin, ceci pour plusieurs raisons, des questions donc de mauvaise gestion de contrats, des questions donc de manque d'études dans le secteur et aussi la question donc de la bonne gestion des ressources humaines au niveau donc de ce secteur-là a plombé depuis 2013 et actuellement donc le Sénat ensemble donc avec le gouvernement fédéral sont en train donc de repenser la question de la scission notamment de la branche de production et de distribution de l'énergie électrique au niveau de ce pays. Mais comment le Nigeria compte aller à cette réforme pour ne plus essuyer des échecs? Alors, la question a été débattue au niveau du Sénat. C'est déjà l'engagement politique qui, ici, doit être repensé. Et au-delà de ça, trouver enfin des privés, c'est-à-dire des entreprises privées qui ont la capacité de pouvoir véritablement mettre sur pied des centrales, non seulement de production thermique, mais aussi et surtout, et c'est là le Nigeria a misé beaucoup, trouver donc des privés qui puissent donc apporter un souffle nouveau en ce qui concerne donc les énergies renouvelables. Le Nigeria pense par exemple à la production à base du gaz pour pouvoir donc rétablir la parité entre le coût et la production. Le Nigeria compte également donc mettre sur pied un réseau de distribution cédé au privé, mais qui puisse aujourd'hui permettre au pays de minimiser donc les pertes d'énergie en coût de transport, ce qui permettra donc à ce pays de mieux donc optimiser la production. Et enfin, la question donc de la transmission de l'énergie électrique restera donc dans le giron du gouvernement pour véritablement ne pas faire perdre le contrôle en ce qui concerne donc cette denrée rare en ce qui concerne la production, mais aussi la souveraineté d'un pays comme le Nigeria. Il faut dire que le problème de production de fourniture de l'énergie électrique au Nigeria est profond et selon les chiffres que nous avons ici, les groupes électrogènes acquis par les entreprises et les ménages
permettent de produire 43 000 mégawatts par jour. N'est-ce pas un aveu d'échec pour l'État fédéral de vouloir privatiser aujourd'hui encore ce secteur? Oui, Crépy, c'est ce que nous remarquons avec 43 000 mégawatts produits jour par donc les groupes, ce que nous avons donc dans les ménages, dans les entités de production, représente 10 fois ce que aujourd'hui l'État est incapable déjà de produire, 10 000 mégawatts. C'est véritablement l'objectif que le gouvernement s'est donné. Et sur ces 10 000 mégawatts, à peine donc l'État arrive à produire 3 500, soit le tiers donc de cette production. Et contre toute attente, on retrouve donc un secteur privé, on retrouve donc des ménages qui arrivent donc jusqu'à la lisière de 43 000 mégawatts. Je pense véritablement que c'est un aveu d'échec pour l'État fédéral de véritablement donc ne pas réussir cette transition facile-là. Mais que voulez-vous, le Nigeria a certainement ses secrets. Le Nigeria a ses partenaires, c'est d'ailleurs la première puissance économique. Et donc, lorsque le Nigeria aura voulu donc produire de l'énergie, lorsque le Nigeria aura voulu par exemple un partenariat sous-régional pour aller vers donc ces pays qui pourront fournir de l'énergie électrique. Je crois que le Nigeria a suffisamment de moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Déjà, dites-nous quelles sont les voies qui s'offrent à l'État fédéral pour résoudre définitivement le déficit dans la fourniture de l'énergie électrique. Il y a déjà la voie du partenariat public-privé, il y a aussi l'investissement, il y a le code minier, enfin le code minier qui est le code des investissements qui a été revu et qui permet aujourd'hui au Nigeria d'aller au-delà donc des attentes en termes donc de production et de distribution. Je crois que dans ce partenariat, le Nigeria trouvera forcément les voies pour pouvoir donc garantir aux PME, aux PMI et surtout aux grandes entreprises qui veulent venir investir dans ce pays l'énergie nécessaire pour pouvoir donc faire de ce pays un fleuron donc du développement dans la sous-région. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications et informations. On se retrouve très bientôt sur ce plateau pour d'autres informations. Avant de partir, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. À très bientôt pour d'autres informations.